sommes le dimanche 3 mars, c'est bien scène de presse qui commence. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme l'écrit le quotidien Cameroun Tribune dans sa une du jeudi 29 février, la succession est désormais ouverte à la tête de l'équipe d'encadrement des Lions Indomptables, seniors messieurs. Rigobert Song Bahanac ne va plus assumer les fonctions de manager-sélectionneur, du moins si l'on s'en tient à la correspondance que lui a adressée cette semaine le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moëlle Kombi. Le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, l'a confirmé dans l'entretien qu'il a accordé à la chaîne de télévision française France 24. Scène de presse se fait l'écho de tout ce débat, tout le débat autour de l'encadrement des Lions Indomptables, autour de la recherche d'un nouveau sélectionneur national. Un sujet passionnant comme l'est aussi la situation de nombreux foyers infestés par les punaises de lit à Yaoundé et à Douala. Pour évoquer ces questions d'actualité, relayées abondamment par la presse cette semaine, nous avons fait venir à ma gauche Emmanuel Gustave Samnik. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes journaliste et directeur de publication de l'Actu Sport. Vous avez bien d'autres casquettes. Oui, déjà, il faut dire que je suis là depuis plus de 30 ans, peut-être 35 ans, dans la presse sportive. J'ai été président de l'Association des journalistes sportifs Cameroun, secrétaire général de l'Union des journalistes sportifs africains, AIPS Afrique, correspondant du quotidien français L'Équipe, éditorialiste à Africa 24, collaborateur à un moment de Africa numéro 1, et même de la CATV. Cofondateur de Mutation, le grand groupe Mutation. Voilà. À côté de vous, Germaine Ouellet, bonsoir. Bonsoir. Germaine Ouellet est journaliste. Il est chef de service des sports à la télévision nationale. Merci d'être venu. Merci bien. Merci bien, Séverin. Achille Chuncha, bonsoir. Bonsoir Séverin et bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Merci d'honorer l'invitation. Vous êtes journaliste, chef du desk sport au quotidien Le Jour. Je ne me trompe pas. Exactement, c'est exactement cela. Et enfin, je présente François Mboké, je le présente, c'est un habitué de l'émission. Journaliste, bonsoir. Bonsoir. Directeur de publication de l'hebdomadaire Diapason. Oui. On va évoquer un sujet qui vous intéresse, le sport. Oh, peut-être qu'il ne m'intéresse pas beaucoup, mais il y a un intérêt particulier. Alors, vont nous joindre dans la deuxième partie de l'émission Dr Esso Linda. Elle est médecin de santé publique, sous-directeur de la lutte contre les épidémies et les pandémies, c'est au ministère de la Santé publique. Également Suzanne Guinet, directeur général de Horizon.net, HPN, spécialiste dans l'assainissement écologique. Avec elle, nous allons parler des punaises de lit. Merci à vous qui prenez la peine de nous regarder. La correspondance du ministre des Sports et de l'Éducation physique relative au non-renouvellement du contrat de travail de Rigobert Song Bahanac, conclu le 23 mars 2002, a beaucoup circulé dans les milieux de la presse. La correspondance rappelle l'arrivée à terme du contrat de l'ancien manager-sélectionneur. Elle précise, je cite, « Il n'est pas possible à l'État, pourvoyeur de vos rémunérations, on parle de son salaire et autres avantages, de vous reconduire dans les fonctions de manager-sélectionneur des Lions Indomptables. » Fin de citation. Cette information est la même que celle que nous avons reçue du président de la FECAFOOT. Alors, Emmanuel Gustave, il faut dire que on se préparait un peu à voir cette situation, celle que nous vivons aujourd'hui. Vous avez couvert la CAN Total Énergie en Côte d'Ivoire. Vous avez vu les Lions évoluer. Vous avez écouté le public camerounais. Vous êtes surpris de ce qui arrive? Je ne suis pas surpris. Peut-être être surpris par le timing. Moi, je pense que ça devait se faire immédiatement après la compétition. En général, c'est ce qui se passe. Et moi, comme au Cameroun, chacun prend toujours son temps. Oui, on a bien le faire. Hein. Oui, soit l'entraîneur lui-même démissionnait, soit on mettait fin. Bon, c'est vrai qu'on a attendu la fin de son contrat. Il y a aussi ça, il y a cet aspect. Parce que ce n'est pas un licenciement, c'est la perte de confiance du sélectionneur national par rapport à ses employeurs. C'est le cas du Cameroun et l'Africafoot. Donc peut-être qu'on a attendu la fin du contrat pour qu'il n'y ait plus de contentieux, notamment parce qu'il y a les conséquences financières et économiques quand vous rompez un contrat qui est en cours. Est-ce qu'il y avait des éléments qui nous conduisaient vers là? Des éléments objectifs? Oui, des éléments objectifs. Je crois que Rigobert Song a passé 2 ans à ce poste-là. Pour moi, ce n'est pas un échec total. Mais ce qui s'est passé à la CAN a montré qu'il avait sérieusement des limites et peut-être qu'il ne pouvait plus se réinventer pour donner une impulsion nouvelle à cette équipe, compte tenu de ses qualités intrinsèques, de son aura personnel. Mais on voyait qu'il n'est pas inventif
Et parmi ses lacunes, il change d'équipe tout le temps, il ne sait pas réagir. Même quand on est dans un match de coupe, on part à la mi-temps, on est mené, on sait qu'il n'y a plus de temps, il ne fait pas de réaction. Il attend la 80e minute pour faire des changements. Je crois que tout ça a monté. Son équipe ne jouait pas très bien, même si elle était loin d'être ridicule. Mais elle n'était pas, on ne sentait pas cette équipe du Cameroun. Donc, tout était réuni pour qu'il soit rejeté par l'opinion, par tous ceux qui observent le football. Et donc, peut-être que les décideurs ont simplement surfé sur cette vague de l'opinion-là qui majoritairement était a fait le constat que Rigobert Song, malgré toute la sympathie qu'il suscite, peut-être qu'il ne tient plus à ce poste de sélectionneur des Lions indomptables. Germain Noël, vous étiez également à Yamoussoukro, à Abidjan, pour couvrir la CAN, la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Un peu surpris par le timing, la célérité qu'a pris cette affaire? Il n'y a pas eu de célérité. Je crois que l'État l'a fait au moment où il devrait le faire. Vous savez que l'État n'aime pas trop les contentieux. Parfois, on voit des situations plus difficiles. On attend, mais cette fois-ci, on est allé un peu plus vite. Non, pas du tout. On a fait ça, on l'a fait de manière normale. C'est-à-dire qu'on a attendu la fin du contrat parce que les objectifs n'ont pas été atteints. Gustave l'a évidemment bien dit. Nous étions à cette CAN-là, on a bien compris et bien vu que l'entraîneur du Cameroun n'avait pas les armes à sa possession. Il n'avait pas les outils nécessaires pour pouvoir lire, n'est-ce pas, le jeu de cette équipe camerounaise qui était une équipe totalement différente des autres équipes. Donc, lorsque vous avez une nouvelle équipe, vous ne connaissez pas tellement des joueurs, ils n'ont pas joué ensemble, vous n'avez pas eu le temps de les avoir en semaine, vous n'avez même pas eu le temps de ce que les techniciens appellent l'affûtage avec eux, rien du tout. Donc, vous avez une équipe que vous découvrez comme ça vous-même. C'était pas évident pour l'entraîneur du Cameroun. Et puis, il y a quand même le manque de maturité, l'inexpérience de ce jeune entraîneur. Je pense qu'il devrait vraiment encore apprendre. Alors, le choix des mots est parfois difficile. On a lu la presse, il y en a qui parlent de limogeage, de démission. Il y en a qui disent que le sélectionneur a été viré. Quel est le mot juste qu'on doit utiliser, François Yaché? Non, le mot juste, c'est la rupture de contrat. Et c'est prévu par la loi du travail. Lorsque le jour où on vous êtes recruté... Ça veut dire que vous êtes un peu excessif dans vos colonnes. C'est la rupture de contrat. Lorsque vous êtes recruté, vous avez un cahier de charge. Lorsqu'il n'est pas... Et cette rupture est de tous les côtés. Ça veut dire que vous, l'employeur, comme l'employé, peut arrêter le contrat. Je pense qu'à ce niveau, il s'est avéré que l'employeur n'a pas trouvé satisfaction de son employé et il a simplement arrêté le contrat. C'est normal. Rigobert Song a disputé 23 matchs, comme Tony Conceição. Et lorsqu'on fait un peu le rapport du nombre de victoires, nombre de défaites, nombre de matchs nuls, on voit qu'on n'a pas avancé. On n'a pas avancé avec Rigobert Song parce que ils ont fait 23 matchs chacun. Conceição avait fait 14 victoires et 3 défaites. Or, ici, on a Rigobert Song qui a fait 23 matchs, a fait 6 victoires et 9 défaites. Vu sous cet angle déjà... Ça donne raison à ceux avec qui pensaient qu'il fallait 28 buts encaissés. Voilà, on se rend compte... qui était parti. Voilà, vous comprenez donc en réalité, si on a changé l'entraîneur qui était parti pour mettre Rigobert Song, c'était parce qu'on estimait qu'on allait faire quelque chose de meilleur. Malheureusement, nous avons plutôt plongé. Et je crois que Emmanuel Gustave Samir a relevé un pan très important ici. Pour une fois, depuis peut-être 8 entraîneurs, on va se séparer d'un entraîneur sans aller au contentieux. Et les contentieux qui ont toujours fait engouffrer beaucoup d'argent, souvenez-vous, là on est encore avec Conceição où on doit lui payer 1,2 milliard. Avant Conceição, il y a eu Seedorf et Kluivert à qui on a payé de l'argent. Avant eux, il y a eu Hugo Broos, on a payé de l'argent. Avant Hugo Broos, il y a eu Volker Finke, à qui on a payé presque 350 millions. Donc, avant, il y a eu Clemente. Tous sont partis avec des situations contentieuses avec le Cameroun. Pour une fois, et là au moins c'est quelque chose, peut-être on ne va pas dire à saluer ou à, je ne sais pas moi. Je crois que Rigobert Song n'a pas démissionné directement après la compétition, mais l'État ou alors ceux qui décident ont pensé qu'il était bon, au regard, n'est-ce pas, de la fin proche de son contrat, d'attendre justement pour
le faire. Donc moi, je crois que c'est à bon escient que tout s'est passé ainsi. Alors, je voudrais, si vous permettez, je voudrais quand même, parce que vous avez annoncé un débat sémantique là, pour moi, qui n'a pas de sens. J'ai parlé de perte de confiance. Je l'ai vu dans la presse. Hein. Oui, bon, je veux dire que... il y avait une qui disait... D'autres entraîneurs, quand ils voient que le vent tourne, annoncent que je ne serai plus là, comme Xavi à Barcelone. Il dit qu'à la fin de la saison, je ne serai plus là. Rigobert, on ne l'a pas dit. Ça veut dire qu'il voulait continuer. Donc, il voulait que son contrat soit renouvelé. Il n'a pas renouvelé. Donc, c'est une perte de confiance. Il n'y a pas limogeage. Il n'a pas été viré. Mais il y a une rupture de confiance entre, comme d'autres ont dit, l'employeur et l'employé. Maintenant, je voulais aussi relativiser les chiffres. Les gens aiment bien balancer les chiffres. 29 victoires, 3 défaites, 9 matchs. Mais c'est les faits. C'est les faits, mais ça, quelle victoire? Conceição a remporté quelle victoire? Parce que vous entendez dire que les gens étaient fâchés qu'on a limogé Conceição. Rigobert, même s'il n'a remporté que 4 victoires, a remporté des victoires historiques. Il a quand même qualifié le Cameroun dans des conditions inattendues, parce que le Cameroun était plus faible que l'Algérie. Contre l'Algérie, c'est une victoire qui dépasse 12 matchs amicaux perdus. Le Brésil. Il a battu le Brésil, ce qu'aucune nation africaine n'a fait. Donc, il ne faut pas toujours rester dans... Mais est-ce que c'était ça l'objectif? C'était pas ça l'objectif. Je dis, je maintiens comme les autres que c'est normal. Moi, si je devais prendre la décision, je ne pouvais pas reconduire le contrat de ce sélectionneur par rapport aux limites que nous tous nous avons relevées. Mais je veux dire, ne prenons pas la calculette pour compter les défaites. Non, ça c'était des raisons objectives. Qui n'a rien gagné avant, qui n'a rien gagné après. Le Cameroun, on ne peut pas dire qu'il était meilleur que Rigobert Song. Ben, en tout cas, le journal satirique Popoli, dans sa une, nous dit que Rigobert Song a pris son départ avec beaucoup de philosophie, donc n'en faisons pas un peu trop. Mais ce qui est important maintenant, c'est le profil. Mais je voudrais poser une question quand même. L'annonce de cette rupture de contrat, c'est le mot que vous voulez, hein, on va l'adopter. L'annonce de cette rupture de contrat, là, c'est la correspondance du ministre des Sports qui fuite. On voit ça à travers les réseaux sociaux. Là-bas, c'est France 24 qui nous annonce que Song n'est plus là. Est-ce que ça ne crée pas une ambiance dans l'espace football qui ne nous garantit pas des lendemains meilleurs? Vous n'avez pas regardé ça comme ça? Non. Nous sommes à l'ère de la multicommunication. C'est-à-dire qu'on ne peut plus arrêter, on peut pas arrêter le vent avec les mains. C'est comme ça, les réseaux sociaux, ça tourne. Est-ce que les différents responsables ont voulu jouer la montre en disant que c'est moi qui ai annoncé, je n'en sais rien, mais le résultat est le même. Je crois qu'on peut même se réjouir qu'ils sont sur la même longueur d'onde, que fallait mettre fin au contrat. Moi, je remarque que non, on garde son, l'autre vient dire non. Voilà, c'est là où il y aurait eu choc. Maintenant, s'ils se mettent d'accord qu'il faut un nouvel encadrement technique, c'est une bonne chose. Mais dans la forme, quand même, j'ai vu le communiqué de l'Africafoot, le secrétaire général de l'Africafoot, qui me semblait plus correct en ce moment, parce qu'on ne peut pas tout rejeter. Il s'appelle quand même Rigobert Song, peut-être parce qu'il apporte ce nom qu'il y a une cristallisation de critiques pour lui, pour tout ce qu'il a fait en tant que joueur, en tant que capitaine, et je dis même en tant que sélectionneur. La petite phrase, il fallait quand même dire merci pour le service rendu. Emmanuel Gustave, vous êtes dans le milieu des sports, vous savez bien que la mémoire est très courte en matière. Non, mais je parle des responsables. On a le temps, on n'est pas dans l'émotion. C'est vrai, n'oublions pas que... La lettre est trop violente, la lettre du ministre. N'oublions pas qu'à France 24, le président de l'Africafoot a quand même dit qu'il avait des relations difficiles avec le ministre des Sports. Il a relevé cela. Et ça dénote justement du climat qui règne. Bon, ça, c'est pas nouveau. Ça oui, c'est pas nouveau, mais... après le limogeage de Conceição, qui était l'homme du ministre. Vous comprenez donc que c'est une affaire qui est sortie finalement, ce qui s'est mijoté, n'est-ce pas, en sourdine. Finalement, le président Afekafoot a lâché le morceau. Et donc, vous comprenez donc qu'en réalité, il n'y a pas toujours... je sais pas, on n'arrivera toujours pas à faire le consensus. Et quand c'est comme ça, vous comprenez que l'équipe ne peut même pas gagner. Quand les dirigeants même ne sont pas, ne sont pas en symbiose autour de l'équipe, comment est-ce qu'ils vont pouvoir partager les ondes positives au niveau des joueurs de l'équipe qui est sur le terrain et même jusqu'à l'entraîneur? C'est autant de choses. Oui. J'aimerais quand même dire qu'il y a eu comme un imbroglio dans cette affaire. Les lois du sport, le décret du président de 2014, voudrait que ce soit à l'Africafoot de gérer les affaires sportives sur les plans administratifs, techniques et François, on n'est plus dans une situation normale. Non, écoutons. Lorsque donner des instructions. Oui, le président donne les instructions. Le président donne des instructions, mais ces instructions ne doivent en aucun cas violer ce qu'on appelle la loi que lui-même s'est donnée à cette discipline. Lorsque
il y a une réunion. Nous sommes en train de faire un dossier dessus que vous allez découvrir la semaine prochaine, qui a duré 20 minutes. Elle a duré 20 minutes à la primature. Il y avait 4 points à l'ordre du jour, dont le limogeage de son. Donc, cette réunion qui a été voilà. Cette réunion, s'il vous plaît. Cette réunion, non, c'est une rupture de contrat. C'est un non-renouvellement de contrat. Non, c'est une rupture de contrat. Ce qui a été fait ne relève pas de l'administration. Il faut donner à la FECAFOOT ses pouvoirs. N'oublions pas que le Nigeria a été suspendu par la FIFA en 2010 parce que l'administration publique s'est beaucoup immiscée dans les affaires de football. Il ne faut pas que l'émotion que suscite le foot emporte la raison des Camerounais. Non, ce qui s'est dit... Non. Vous ne pouvez pas dire ça comme ça. C'est ce qui s'est fait. Je crois que le chef de l'État a pris la pleine mesure... C'est ce qui se fait. Vous pouvez m'écouter aussi? Oui. Le chef de l'État a pris la pleine mesure de la situation. Il a donné des orientations. Je pense, je peux me tromper, que ce qui se passe en ce moment, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Et donc, que des instructions viennent de l'administration, moi, ça ne m'étonnerait pas. Non, mais ça doit se permettez, si vous me permettez, je place un mot. François, juste pour dire qu'en réalité, voyez-vous, depuis que l'exécutif actuel est arrivé à la Fédération camerounaise de football, l'État a donné à cet exécutif carte blanche et a trop donné ou tout donné à cet exécutif, et pour attendre justement des résultats, pour parler ainsi, et à un moment donné, quand l'État se rend compte que, ayant tout donné, il n'y a pas de résultats escomptés, l'État récupère ces choses. Pour parler, comme on dit au quartier, moi je crois que l'État est en train de vouloir ramener l'église au centre du village. Donc, il est question que les choses se replacent, qu'on recadre les choses, et une fois que tout va marcher, je crois que les textes et autres vont être d'application. Les gens ont bataillé, il faut le dire. Achille, oui, François semble dire en filigrane que l'État s'est mixé jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce jour. Je ne vois pas encore l'émission. Il n'y a aucune décision qui est prise. Il y a simplement eu un non-renouvellement de contrat. Alors, François évoque, n'est-ce pas, le contenu d'une réunion à laquelle nous n'avons pas assisté. Il évoque même le timing, il évoque l'ordre du jour et tout. Bon, cela, je vous le concède, mais je dois dire que c'était pas une réunion publique. Donc, cela ne m'empêche pas d'avoir... Nous ne sommes pas obligés. Maintenant, pour l'instant, l'État n'a pris aucune décision. L'État n'a pris aucune décision. L'État a simplement fait procéder au non-renouvellement de contrat. Parce que c'est lui qui a signé ce contrat avec l'entraîneur. Ne l'oublions pas, l'équipe nationale reste la propriété de l'État. Oui, alors, mais qui est organisé. C'est vrai. Je pense que, encore une fois, c'est le tout communication qui crée tous ces débats qui sont périphériques. Ça a toujours fonctionné comme ça. Même au temps où le ministre se nommait jusqu'au capitaine de l'équipe nationale. Ça a toujours eu une concertation entre la fédération et l'administration en charge du sport. Et ce n'est pas contraire ce qui s'est passé au décret de septembre 2014. La FECAFOOT reste mais un autre alinéa dit concernant, par exemple, la gestion financière, en concertation de le ministère et la fédération, dont l'État et la fédération, qui est une association privée, mais d'intérêt public, ça fonctionne toujours comme ça, va toujours fonctionner comme ça. Le problème, c'est qu'il y a une surévaluation, il y a une surmédiatisation des aspects formels. Le seul lien du texte de 2014, du septembre 2014, le seul lien entre la FECAFOOT et le MINSEP, c'est dans la gestion financière. Tout à fait. Et non plus ailleurs. Le choix de l'entraîneur dans toutes les équipes nationales, ça relève de la FECAFOOT. Mais comme le dit Germain Noël Singela, le ministre n'a pas encore choisi l'entraîneur. En revanche, c'était pire avant, c'est le ministre qui avait choisi comme c'est ça. Vous faites comme si vous dites qu'il y a il n'y a rien d'exceptionnel. Le ministre avait choisi aussi Otto Pfister. Oui, par exemple, donc il y avait pire avant, parce que vous semblez dire que maintenant... Mais président Samnik, François semble oublier l'existence d'une convention signée en 2015 qui précise les termes qui ne ressortent pas dans le décret. Avant la nomination, c'est le président de la FECAFOOT qui va finir par nommer. Mais avant la nomination de son, qu'est-ce qu'on n'a pas lu dans les lettres administratives? Le SGPR qui marque le haut accord du chef de l'État pour que cela se fasse. Et le ministre qui dit oui,
Nous sommes d'accord, puisque voilà c'est nous qui donnons l'argent, voilà l'équipe que vous allez utiliser. Et c'est le président de Fecafoot qui nomme. Ça lui enlève quoi? Si le gouvernement se conseille depuis lui, non. Si on s'entend pour l'équipe du Cameroun, quelle équipe de tout le Cameroun? Moi, je ne vois pas le problème. La succession de Rigobert Song est donc ouverte. Il faut aller vite parce qu'il y a des échéances qui sont annoncées, entre autres les éliminatoires de la Coupe du Monde qui arrivent. Il faut un encadrement d'ici la fin du mois de mars. Mais la grande interrogation, celle que vous avez ici autour de cette table, qui va succéder à Rigobert Song? Moi, je pense qu'il faut qu'on parte sur un principe, qu'on s'entende. En fait, Rigobert Song, qui est présenté aujourd'hui comme si c'était le meilleur entraîneur camerounais. Non, je voudrais dire que Rigobert Song n'est pas forcément le meilleur entraîneur camerounais. Non, il y a des Camerounais qui sont mieux formés et qui ont fait des preuves et qui ont de l'expérience. Parce que là, maintenant, il faut qu'on parte sur ce principe pour comprendre que même un entraîneur camerounais peut encore revenir. Il faut qu'on s'entende là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, on a l'air d'avoir complètement... On semble avoir complètement tourné le regard vers... C'est la surenchère des lobbies. Voilà. Qui veulent encore aller recruter des mercenaires pour se partager l'argent du Cameroun. Mais les mercenaires qui vous portent quand même, qui vous apportent des résultats. Le Cameroun a participé à 8 fois finale de Coupe du Monde. Un seul Camerounais a dirigé l'équipe. C'était en 2022. Une seule fois, le Cameroun allait au second tour. Les 7 autres fois qu'ils étaient forts, pourquoi ne passaient pas? Alors, répondez à ma question. Quel est le profil? Non, le profil, c'est un entraîneur, je suis d'accord avec Achille Chounja, Camerounais d'abord. D'abord, on a nationalisé le poste. Samuel Eto'o, quand il a été élu en 2021, décembre, c'est ça? 11 décembre 2021. Oui, il a dit qu'il nationalisait le poste de sélectionneur et j'ai applaudi des deux mains. Je ne comprends pas, d'ailleurs, je vous annonce en exclusivité mondiale mon prochain livre qui va porter sur ce mercenaire, ce sorcier blanc de football africain là. Parce que c'est une grosse mafia qui est organisée. Moi, de là où je suis, je peux vous dire, j'ai reçu 12 dossiers. Des blancs. On dit que non, toi, quand tu parles dans les médias, milite pour ceci. Emmanuel Gustave, vous voulez dire que... Non, je veux dire qu'on n'a pas besoin d'un entraîneur blanc. On tend à aller chercher un entraîneur blanc, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on veut. On veut nous forcer à admettre en ce moment, que comme Rigobert Song a échoué, il faut aller chercher les entraîneurs blancs. Or, nous avons raté 2 phases finales de la CAN. Je parle pas de la Coupe du Monde. En 2012 et 2013, avec une équipe compétitive. Et quand on écoutait entre les lignes, le président de la Fecafoot... Non, il est dans cette voie-là. Je dis qu'il faut dénoncer ça. On n'a pas besoin d'aller chercher une expertise à l'étranger. Il y a une vingtaine, une trentaine de techniciens camerounais. Certains ont gagné le championnat du Cameroun avec Foufoudou Baham, avec Sable de Batier. Certains ont été dans les équipes nationales des jeunes. Certains ont joué au haut niveau. Certains ont été formés. Moi, je ne suis pas religieux par rapport à la diplomite. C'est-à-dire que parce qu'il y a le diplôme et tout ça là, si quelqu'un fait bien le travail, si on l'a vu faire, il peut monter en grade et on lui confie l'équipe. On observe aussi, puisqu'on laisse les blancs, des inconnus, les lavants venir entraîner l'équipe du Cameroun. Donc, il faut aussi donner cette confiance-là aux Camerounais. Je veux dire, Rigobert Song a échoué. C'est ce qui a été fait. Non, ce qui a été fait, malheureusement, il n'y a pas de résultats. Emmanuel, une fois qu'on le fait, il n'y a pas de résultats. Je vous ai cité l'avant, je vous ai cité qui là. On n'a pas été à la CAN 2012. Et 2013. Je levais juste l'équivoque. Alors qu'on avait Samuel Eto'o dans l'équipe. Je levais juste l'équivoque avant qu'on ne poursuive dans le débat. Oui. Je levais juste l'équivoque avant qu'on poursuive dans le débat pour dire que pour moi, on peut prendre le profil pour moi qu'il soit camerounais ou étranger. L'essentiel, c'est que c'est la compétence, l'expertise et le vécu. Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun n'est plus l'équipe où les gens doivent venir se faire des noms. On doit recruter un entraîneur qui est connu, qui a une carte de visite. Le Cameroun, aujourd'hui, sur la place mondiale, a un nom. On ne doit pas recruter un non-name pour venir entraîner le Cameroun. Ça, c'est clair. Moi, je crois que sur ce plan, on doit chercher un entraîneur qui est charismatique, qui ne va pas permettre les intrusions dans son travail comme on le sait. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on ne dit pas, c'est que Rigobert Song a subi des choses. Aujourd'hui, on ne nous a jamais dit pourquoi Michael Ngade n'a pas été à la Coupe du Monde. On n'a jamais dit pourquoi Eric Maxime Choupo-Moting ou bien Onla, Umgwet et consorts n'ont pas fait la CAN. Pourquoi on ne les a pas sélectionnés? Ça peut être le choix de l'entraîneur. Non, attendez, c'est vrai. Quand vous entendez Rigobert Song dire en pleine conférence de presse que... Attendez, que Eric Maxime Choupo-Moting est un excellent joueur, un joueur très important. Mais un joueur très important, et pourquoi il n'est pas dans ton équipe? Mais si techniquement... Vous comprenez donc et par la suite, on a vu les sorties faites par le père de Choupo-Moting
Ça, on a du coup compris que quelque part, l'entraîneur n'a pas les mains libres. C'est pour dire qu'il faudra maintenant trouver un entraîneur qui est capable de dire non, François, de dire niet à l'intrusion des administratifs. Oui, Achille est dans le mapartisme, ça se comprend. Non, pas du tout, François. Moi, je serais... Mais je pense que les Camerounais sont un peu dessus aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup d'euphorie quand Rui Gobert sont arrivés à l'équipe nationale. Tout le monde avait appelé à ce que l'équipe nationale soit managée par un Camerounais ou tout au plus un Africain. C'est ce que les gens attendaient. Malheureusement, il s'est battu comme il a pu, et puis il a eu ses victoires. On a quand même été qualifié à la Coupe du Monde, on a été qualifié à la CAN. On ne peut pas dire que ça a été un encadreur qui ne maîtrise pas la chose. C'est d'abord le foot, c'est le sport. On peut y gagner comme on peut y perdre. Nous avons vu d'ailleurs, vous qui étiez en Côte d'Ivoire, vous avez vu les 8 des meilleures équipes sont sorties. Donc, ça ne voudrait pas dire que ceux qui sont restés étaient les meilleurs. Donc, c'est le sport. Moi, je pense que c'est cela que nous devons avoir en tête. Et maintenant, quel est l'entraîneur que nous voulons? Le Cameroun en a. C'est-à-dire, si Rigobert a été choisi parmi tant d'autres. Mais comme le disait Emmanuel, il y a un business dans le choix des dirigeants sportifs et dans leur limogeage. C'est une enquête que nous avons faite à UNEPO. Parce que lorsqu'on recrute un coach national, on va lui donner 1 million de francs, mais lorsqu'il vient de l'autre côté, il a 50, 100 millions, et il a des logements gratuits, il a des congés payés avec madame et enfants. Et lorsque vous allez voir la rémunération, il y a la part des arrangeurs, parfois des autorités locales. Voilà des choses qui sont dans les contrats et qui ont choqué à un moment le Cameroun ou les Camerounais avec les résultats médiocres qu'ont connus les derniers matchs avec ces sorciers blancs. Donc, qu'on continue de regarder. Nous avons vu Jean-Paul Akono porter une équipe et nous ramener ici une victoire. Alors, nous pouvons avoir des valeurs à mettre en exergue dans ce pays. Un Camerounais, un étranger? Écoutez, je crois que la procédure va se faire. Il y aura un appel d'offres qui sera lancé. Oui, à titre personnel. Ça peut être un Camerounais, ça peut être, je ne sais pas moi, un Congolais, un Africain ou bien un Européen ou Asiatique. Moi, ça m'est égal, mais je voudrais que l'on assigne des objectifs précis à l'encadrement technique. Parce que chaque fois, on nous raconte, on nous fait avaler un mot là, la reconstruction, que nous mangeons à toutes les sauces. On ne peut pas passer le temps à mettre ce mot en avant lorsqu'on a échoué. Je pense que la reconstruction doit se voir dans la globalité. Elle n'est pas au niveau de l'équipe nationale. En 2021, on a parlé de reconstruction. En 2022, on avait quand même déjà commencé à voir une équipe de football qui se dessinait. Maintenant, on ne peut pas subitement nous faire une sélection avec des joueurs inexpérimentés, qu'on ne connaît pas, des joueurs, des binationaux qui remplissent la sélection, et que l'on revienne encore sur le terme reconstruction. Non, je crois que ça n'existe pas. C'est un mot, c'est un vain mot qui ne nous apporte rien du tout. L'équipe nationale est faite pour avoir des résultats. On ne reconstruit pas au niveau de l'équipe nationale. Germain Noël, moi je pense vous avez totalement raison. Oui. Mais lorsque vous prenez le tissu sportif camerounais, où est-ce que vous allez trouver ces joueurs? C'est-à-dire, on parle d'une équipe nationale. Mais il y en a. Mais écoutez donc, nous parlons d'une équipe nationale qui a des joueurs qui sont locaux, qui sont connus, qui jouent tout le temps ensemble. C'est-à-dire, tel c'est que lorsqu'on a le ballon à gauche, on va l'envoyer à droite ou on va l'envoyer de côté. Cela se sait. Mais qu'est-ce qu'on a fait ces derniers temps? Ces valeurs ont disparu presque et on a pensé qu'il fallait aller chercher les meilleurs à l'étranger. Y avait-il du business derrière? Y avait-il un jeu vraiment sportif pour gagner? Il y a des questions qu'on peut se poser. Tout à l'heure, l'option binationale aujourd'hui n'a pas de résultats. Je suis désolé. Mais je suis d'accord avec vous. Binationale n'a pas de résultats. Je suis d'accord avec vous. L'un des rares binationaux qui a fait des résultats au Cameroun, c'était quand même Diop, qu'on est allé chercher, qu'on a arraché à la France, mais Diop était excellent. Je suis d'accord avec vous. Donc, la reconstruction. Je ne parle pas de reconstruction, moi je parle de restructuration. Et c'est en cours avec la commission que vous avez évoquée tout à l'heure. Alors, cette reconstruction, quand on regarde un peu les choses telles qu'elles se passent, on a l'impression que le décret de 2014, parce que la gestion des équipes nationales revient progressivement au ministère des Sports. Peut-être, comme l'a rappelé Achille, parce que les résultats de la FECAFOOT ne sont pas là, etc. Est-ce que
dans cette approche-là, on va revenir, on va remettre en cause ces décrets. Il y a même un journal qui a pensé qu'on risque... On va le modifier. On risque... Oui, c'est ça l'option. Hein. C'est le lobbying de la mafia qui est en marche. On va le modifier. Il n'y a rien à modifier. Il n'y a rien à modifier. Il faut implémenter les lois qui existent. J'aime nous laisser parler des binationaux, Et c'est le mauvais exemple. La meilleure réussite des binationaux, c'est un pas Joseph Désiré Diop. Non, je crois c'est le meilleur joueur de la CAN 2000, je vous en prie. Oui. Non, il était tôt là déclassé. C'est état même ailleurs. On ne savait même pas s'il est Camerounais, s'il n'est pas Camerounais. Il est sorti meilleur joueur de la CAN en 2000. Donc, et en ce moment, dans l'équipe actuelle, le meilleur Camerounais à la CAN, c'était un binational, c'est Casseleto. C'est lui qui a été constant sur les 3 et les 4 matchs. Donc c'est pas un problème. La proportion est grande. C'est pas un problème de proportion. La proportion est grande. On ne peut pas avoir quand même un nombre trop élevé. Non. C'est pourquoi vous ne prenez pas la machine à calculer quand il faut gérer l'équipe nationale. On peut pas dire qu'on va pas. Sinon, vous allez arriver au niveau des tribus. Pourquoi il y a les Bamlékés, pourquoi il y a les Bassas, pourquoi c'est non. L'équipe nationale d'un pays, c'est la sélection des meilleurs footballeurs en activité. De l'heure. Où qu'ils soient. C'est ça le principe. Maintenant, quand on a, je suis d'accord avec vous, il faut prendre quelqu'un de compétent qui a vécu, qui a déjà montré les preuves, on le met maintenant parce que c'est le sommet. Après l'équipe nationale, il n'y a plus rien au-dessus de ça. Il n'y a pas de reconstruction. Il n'y a pas de reconstruction. La reconstruction est permanente. Puisque la compétition est continue, il faut donner des gens compétents. C'est là où, attendez, je voudrais dire un mot sur la pression. Là où je ne suis pas d'accord. La pression est inhérente à la fonction de sélectionneur. Et je crois que... Attendez, la pression est inhérente à la fonction de sélectionneur. Ce n'est pas parce que c'est la presse qui a demandé pourquoi tu ne mets pas en Ghana. Ce n'est pas parce que le père de Choupo-Moting a parlé. Non. Il faut que le sélectionneur, en son âme et conscience, prenne les meilleurs joueurs, produise une meilleure équipe. Et s'il a de la chance, il va jusqu'au bout. S'il n'a pas la chance, on voit qu'il n'a pas la chance, mais que son équipe joue bien. C'est tout. Parce que, je vais vous dire, la première CAN à laquelle Cameroun prend part, en 1970, au Soudan, le ministre, vous parlez du président de l'Africa Foot, mais le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ibrahim Bomonjoa, est descendu dans les vestiaires à la mi-temps du match contre la Côte d'Ivoire. Cameroun était mené 2-0. Il a grondé, il a dit ce n'est pas mon équipe. Je crois que c'est Joseph Yebgamaya qui venait de Bordeaux. Il dit tu marques les buts là-bas, tu ne marques pas ici. Le joueur faisait lever pour... il dit il fermait la porte, il ne rapporte pas. Quand les Lions sont revenus, ça les a travaillé. Ils ont remporté, le match 3-2. Alors c'est pour insinuer quoi, Gustave? Je veux insinuer que la pression ne veut rien dire. En 1990, c'est Paul Biya qui sélectionne Roger Mila. Mais Nepomniachtchi va en quart de finale avec le joueur qu'on a sélectionné. C'est pas Paul Biya qui disait Mila joue aussi. C'est pas lui qui lui disait entrer à la 60e minute. Donc c'est un faux débat de pression. Il y a toujours la pression. Dans tous les cas. Donc un entraîneur ne peut pas dire je vais entraîner les Lions, je n'ai pas de président. Ouais, pourquoi le président? En plus, un président d'Africa Foot qui a été footballeur de haut niveau, vous lui interdire d'aller dans les vestiaires, de dire son avis, alors que vous donnez vos avis. Je note quand même que... L'entraîneur sélectionneur prend son âge et son balar lui m'a dit, j'assume. Si on m'a fait pression, si on m'a négocié tout ça, j'assume. Et il doit assumer. Il n'y a pas de problème de pression. Dans tous les cas, quel que soit l'entraîneur qu'on va prendre, il va falloir qu'autour de lui, il y ait un management professionnel. Qu'il soit même d'abord fort. Que le management soit professionnel autour de lui, parce que effectivement, il y a cette question de management autour de l'équipe nationale qu'il faut revoir. Ce n'est pas forcément l'entraîneur qui sera peut-être José Mourinho, qui viendra peut-être faire des résultats, alors que autour de la sélection, elle n'est pas assainie. Il va falloir mettre du professionnalisme autour de l'équipe. Est-ce que l'entraîneur a les mains libres? Et moi, je crois que chaque entraîneur qui a gagné une compétition avec le Cameroun, c'est un entraîneur qui a été têtu. Tel qu'on le voit ici, chaque fois, ça a été des entraîneurs têtus qui ont gagné les titres avec le Cameroun. Ces entraîneurs têtus qui se fichent carrément de la pression. Mettez-moi de passion. Tel qu'on le voit ici, le climat ne semble pas peser dans le football. Si vous avez regardé, on va sortir par là. Je voudrais que chacun dise quelque chose là-dessus. L'affaire Ngita Peito qui joue les prolongations. Il y a donc eu ce site que nous connaissons tous, camfoot.com, qui nous rappelle qu'après les mises au point du SINAFOC, l'Africa Foot est sorti de sa réserve. On a vu le communiqué du secrétaire général. Est-ce que toute cette ambiance-là autour du football, on veut la restructuration, l'entraîneur est parti, ce que les Camerounais veulent, c'est des victoires. Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Est-ce qu'on est sûr qu'après tout ce bruit, on pourra avoir une équipe qui marche? Moi, je voudrais d'abord mettre un bémol. Et là, je rejoins François Mboké concernant les résultats.
Le résultat, c'est un pas l'évangile. Hein. C'est-à-dire, on peut faire les progressions, on peut faire les projections, donner un cahier de charge à l'entraîneur. Nous voulons être en demi-finale à la Coupe du Monde, nous voulons être ceci. Mais ce n'est que des projections. Il y a la glorieuse incertitude du résultat sportif qui commande cet univers. Vous êtes 24. Pourquoi c'est vous que vous pensez que si vous n'avez pas atteint la demi-finale, c'est la fin du monde? Non. Donc il y a d'abord ce problème-là. Maintenant, vous parlez du climat. Mais ce n'est pas nouveau. Ça aussi, on peut faire la surenchère sur des choses périphériques. Je rappelle que la meilleure performance du Cameroun à la Coupe du Monde, quart de finale, on a même frôlé la demi-finale en 1990. Mais on ne va pas rester à vivre les mêmes situations. Non, je veux dire que ce n'est pas un problème, que les gens s'engueulent, qu'ils ne s'entendent pas. Bell a été mise à l'écart le matin du match d'ouverture contre l'Argentine. Ça n'a pas empêché que les Lions aillent loin. La CAN, la dernière qu'on gagne en 2017, alors qu'on n'avait pas d'équipe pour cela. Il faut donc continuer? Non. Je veux dire que n'utilisez pas ça comme argument. D'accord. Moi, je voudrais quand même dire que cette ambiance nuit au bon résultat. Parce c'est quand il n'y a pas les résultats que ça ressort. Oui. Cette ambiance nuit, ça nuit au bon résultat. Parce que le football, c'est comme la guerre. Lorsque vous avez une équipe nationale, c'est comme un pays qui est engagé en guerre. Et donc, il a besoin du support de toutes les âmes qui sont encore vivantes. Et cela a beaucoup manqué ces derniers temps. On voit que ce soit dans l'équipe, que ce soit avec la FECAFOOT, que ce soit avec la hiérarchie, il n'y a pas une ambiance sereine quelque part. Et cela peut être nuisible. J'ai même eu dire ici, lorsque le Cameroun a été qualifié pour la Coupe du Monde, que certaines personnalités allaient en Inde pratiquer pour qu'on rentre. Oui. Cela a été dit. Mais comment vous pouvez penser que vous avez un pays, vous avez une équipe, on veut les résultats, parce qu'on ne veut pas que c'est Germain Noël qui soit là, on s'en va jusqu'en Inde dépenser de l'argent pour qu'on Germain Noël perde le match. Alors, donc cette ambiance... ce que je veux dire honnêtement, c'est qu'avant d'arriver aux échanges des pistolets entre la FECAFOOT et le SINAFOR et autres, moi je crois que, revenant au fait, à l'incident, personnellement j'estime que Jérémy Djitap, de sa carrure, de sa posture de président, vice-président mondial de la FIFPro, président Afrique de la FIFPro et autres, toutes ces casquettes, et au-delà de ça, sa carrure en tant qu'ancien footballeur camerounais, ça lui donne quand même toutes les possibilités d'accéder au vestiaire des Lions indomptables. Ça, rien à faire. Personne ne doit lui empêcher d'aller au vestiaire, les joueurs comme ça a été le cas. Mais maintenant, si autour du président FECAFOOT, peut-être il y a eu des gens zélés, ou alors on ne sait pas comment ça s'est passé, pour que les gens viennent agresser Jérémy, ce n'est pas normal, nous condamnons cela. D'accord. Voilà. Moi je voudrais couper court. C'est vrai, je crois que pour gagner une CAN, il faut de la matière. La matière première, c'est le joueur. Alors, il faut sélectionner les meilleurs. C'est ça le problème. Je suis désolé, lorsqu'on dit qu'en 2017, on n'avait pas une équipe là-bas. Attention, une équipe, pour gagner une CAN, c'est 7 matchs. Et il faut des tauliers dans une CAN. Il faut un ensemble d'anciens et des jeunes. Vous aviez quand même un talent dans cette équipe. Aboubakar, Nkoulou, Moukanjo, Ondoua, Djoum, c'était des tauliers dans une équipe. Alors, avec 5 anciens, plus des jeunes qui peuvent faire la folie, il faut gagner la CAN. Comme en Côte d'Ivoire, cela s'est passé. Vous avez au moins 4 anciens qui ont joué 3 CAN. Maintenant, vous associez des jeunes. Il faut donc sélectionner les bons joueurs. Malheureusement, la sélection pose problème. On a comme l'impression qu'il y a marchandage au niveau de la sélection des joueurs en équipe nationale. On a véritablement plus des joueurs qui doivent vraiment jouer en équipe nationale. Qui recrute-t-on? Est-ce qu'il y a d'autres joueurs-là? C'est ça le problème. Moi, je vois seulement André Onana et Zamboua. Il faut les chercher, c'est ça, il y en a. Vous avez dit que les joueurs sont partout dans le monde. Emmanuel Gustave, vous l'avez dit. Mais il y a le problème où l'équipe est en haut. Il faut donc les sélectionner. On ne peut pas être en panne de joueurs. Il faut donc les sélectionner. On ne peut pas être en panne de joueurs où on s'en va plutôt choisir des joueurs du championnat local qui ont moins de 20 matchs par saison. Moi, j'ai jamais vu qu'on prend 4 gardiens de but pour amener à une compétition. C'est déjà jamais vu. C'est déjà jamais vu. 4 gardiens dans une CAN, c'est déjà jamais vu. En vue de commémorer en grande pompe la 39e édition de la Journée internationale de la femme, le sport est passionnant. Les activités ont été solennellement lancées mardi dernier à Conan. Elles sont placées cette année sous le thème « Investir en faveur des femmes ». Accélérer le rythme, on va écouter Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille sur la commémoration du 8 mars. C'est une journée qui est vieille, elle date de 1977 et ce n'est pas juste la célébration, il y a un message. Et le message, c'est de croire à l'engagement du chef de l'État qui croit à la parité
qui veut sortir les femmes de la précarité et que tout un chacun de nous ait interpellé, les partenaires techniques et financiers viennent en aide au gouvernement pour qu'on puisse aider la femme à sortir de la pauvreté parce que c'est ce qui est derrière tous ces problèmes-là. Et je voudrais aussi ajouter la lutte contre les violences faites aux femmes parce qu'il y en a partout, même ici dans la Mefo et à Kona. Donc nous devons tout faire pour combattre. Elles nous ont retrouvés sur ce plateau, Dr Eso Linda. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique, sous-directeur de la lutte contre les épidémies et les pandémies au ministère de la Santé publique. Il y a également à ma gauche Suzanne Guinet. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Directeur général de Horizon.net. Alors, vous êtes là pour parler d'un sujet important aussi, comme le sport tout à l'heure, les punaises de lit qui infestent les foyers. 2 foyers de propagation de ces insectes ont été découverts dans la commune de Douala 5e, dans les localités de Koto et Lokpom. L'information est contenue dans un communiqué du maire de la dite commune en date du 22 février 2024. Suite à ce constat, le magistrat municipal recommande l'extrême vigilance vis-à-vis des vêtements et objets issus de la brocante. Le sujet court depuis quelques semaines. Docteur Linda, faisons le point de la surveillance communautaire. Est-ce qu'il y a épidémie? Puisqu'on pensait qu'on s'était séparé de ce mal-là, ça revient? Déjà, je pense que c'est bien de pouvoir aborder ce sujet-là à cette émission aujourd'hui. Déjà pour faire un point simple. On est face à une infestation de punaises de lit. Ce sont des petites bestioles qui existent depuis la nuit des temps, qui, je pense, après la Deuxième Guerre mondiale, avec l'usage de pesticides, avaient un peu disparu. Mais depuis les années 90, on fait face à une recrudescence dans les pays occidentaux, à New York, à Paris, vous avez vu en France dernièrement. Ça a fait un tollé, les infestations de punaises de lit. Ce sont des petites bestioles qui peuvent être nuisibles parce qu'elles se reproduisent assez rapidement. Mais du point de vue santé publique, elles ne sont pas à l'origine de la transmission de quelque maladie que ce soit. Elles sont à l'origine de nuisances. Elles peuvent provoquer des démangeaisons sur les sites de piqûres avec des petites inflammations, mais elles ne transmettent pas de maladie en tant que telle. Donc, parler d'épidémie, pour cela, on va dire non. On fait face à une infestation des punaises de lit et on va voir que c'est un phénomène qui vient et qui part. En ce moment, on est dans un monde... On fait face à la mondialisation. Alors, Suzanne, vous dites que vous faites dans l'assainissement écologique. Est-ce que vous sentez une pression sur vous? Vous avez une demande qui est forte? Le problème est passé? Je dirais que le problème n'est pas passé. Il n'y a pas une pression forte venant des habitants envers, par exemple, le prestataire que je suis dans mes bureaux. Mais moi, j'avais déjà anticipé. Quand j'ai entendu il y a 2 mois de cela, j'ai voyagé, j'ai ramené des produits adéquats. Il faut dire que les punaises de lit, comme l'a dit le docteur tout à l'heure, ne transmettent pas de maladie. C'est vraiment gênant. Il faut vraiment qu'on ait des barrières, des mesures barrières au niveau de nos maisons, comme elle a si bien dit, de nos habitudes pour parer aux punaises de lit. Aujourd'hui, j'ai eu quelques cas déjà à Yaoundé. Alors, la presse aime bien parler du sport. On a vu la passion tout à l'heure, mais voilà un sujet, même si le docteur Eso nous dit que ce n'est pas un problème en tant que tel, on connaît cette affaire depuis des années, mais voilà un sujet qui nous échappe un peu, on parle de moins en moins, mais c'est un problème qui se pose. François, c'est voulu, c'est parce qu'il n'y a pas d'intérêt? Non, disons pas d'intérêt. C'est vrai que l'intérêt dans la presse est important pour le choix de l'actualité que nous allons faire, mais il se passe que c'est un sujet un peu scientifique qui nécessite une enquête. Et nous pensions à un moment que le ministre de la Santé publique devrait dire, parce qu'il faut, le docteur ici parle d'éducation, et moi je vais les interpeller, quand vous avez le micro, il faut déjà donner des pistes ici, parce que le premier geste à faire aujourd'hui, c'est d'éduquer les populations. Comment faire pour éviter que ces punaises n'atterrissent chez vous? Et si jamais ça arrive, comment faire pour s'en débarrasser? Si on commence par là,
Et cette communication de masse devait donc passer par la presse. Et je pense que ce sont des propositions que nous faisons souvent en offre. Si elles ne sont pas faites, nous n'avons peut-être pas cette qualité technique de venir parler de cette préoccupation qui semble quand même un peu... elle est sociale, c'est une préoccupation qui... Mais est-ce qu'il ne faut pas s'attaquer au mal, Emmanuel Gustave? D'où viennent les punaises? Voilà, justement. Est-ce que ce n'est pas là le problème? Donc il faut sensibiliser, d'accord. Hein, Suzanne, il faut communiquer. Mais le mal vient d'où? Voilà. Justement, est-ce que ça paraît comme les criquets dans certaines saisons au village? Est-ce que c'est dans les, comme j'ai entendu dire, dans les matelas de la brocante qu'on importe sans filtre, à travers la douane camerounaise? Je ne sais pas. Mais ce que moi je voudrais dire, parce qu'il y a les conséquences, parce que vous parlez de la presse qui semble négliger. Non, la presse n'invente pas les faits. La presse analyse, commente, rend compte de ce qui se déroule. Donc, il se pose un problème par rapport à cette situation d'assainissement. Depuis quelques jours, il y a de fortes pluies qui tombent à Yaoundé. Et quand la pluie tombe, les ordures sortent des caniveaux, les égouts debout sur la voie publique. Il y a un gros souci d'assainissement du manière générale. Il y a les punaises de lit, mais il y a les insectes, il y a les moustiques, il y a un problème de santé, il y a les souris, les cafards. Donc ça doit nous interpeller. Et ça, c'est notre devoir aussi en tant que support de communication, de porter ces messages-là en nous adressant, en espérant que les techniciens vont accepter. Bon, je félicite madame le médecin qui est sous-directeur au ministère de la Santé qui est là aujourd'hui, qui nous donne vraiment une explication claire à ce sujet. Parce qu'il y a trop de rumeurs, il y a trop de surenchères médiatiques depuis l'avènement des réseaux sociaux. Psychologique même. Il faut multiplier la communication, il faut multiplier l'éducation pour qu'on soit moins informé et qu'on puisse se prémunir. Mais la question reste posée, d'où viennent les punaises de lit? Alors on écoute les spécialistes. Oui, d'accord. Moi je pourrais bien répondre en disant tout simplement qu'il s'agit, comme vous l'avez si bien dit, de l'assainissement. C'est quoi l'assainissement? C'est vraiment tout ce qui est désinfection, désinsectisation, dératisation, déserpentisation. Les punaises de lit font partie de l'assainissement. Mais pourquoi on les a à ce moment précis? On a acheté beaucoup de... Non, ce n'est pas à ce moment précis. On les a toujours eus. Quand on voyage, dans nos bagages, on en a souvent dans les valises, on peut les rapporter. Mais il faut dire aujourd'hui, peut-être, parce qu'il y a eu une grosse épidémie en France, ça, il faut le dire. Et tout ce qui a été jeté là-bas, à l'extérieur, dans les poubelles, et non dans les pays du tiers-monde, on sait, avec cette histoire des brocantes, on récupère en général et on ramène ça ici. Ce que le client doit savoir, ou bien l'individu qui va acheter aujourd'hui un matelas, un salon dans une brocante, doit avoir en présence d'esprit d'abord la désinfection. Mais est-ce qu'on peut importer sans désinfecter au départ? Ben oui, parce que pour eux, ils ont jeté. C'est dans les décombres. Mais ça vient par où? Par bateau? Par bateau. Après, c'est tout un circuit de désinfection. Je pense qu'au port, ils ont la douane. Et voilà. Mais les punaises de lit n'étant pas vraiment visibles, là, c'est encore un autre problème. Parce que c'est parfois dans les lisières des matelas, à l'intérieur, comment est-ce que la douane va voir une punaise de lit? Mais pendant le Covid, on a vu quand même à l'aéroport, dans les aéroports, il y avait... Le service, un contrôle strict, on pulvérisait. Est-ce que c'est pas possible? La désinfection contre un virus, c'est pas la désinfection contre la punaise de lit. Parce qu'il faut le dire, la punaise de lit, ce n'est pas un insecte agressif. C'est pas comme le moustique qui court après nous. La punaise de lit est plus opportuniste. Donc, elle va se cacher dans les endroits où elle sait qu'on va venir se mettre à l'aise. C'est pour ça qu'elle reste dans le matelas. Elle est cachée dans le matelas et dès que le matelas se réchauffe, elle sent l'odeur du gaz par elle remonte pour pouvoir se nourrir parce que sa nourriture, c'est le sang. C'est pour ça que ce sont des punaises de lit. Elles seront plus dans les canapés, dans les matelas, mais aussi elles vont toujours trouver l'endroit pour se cacher. Les vêtements, elles peuvent être transportées par les vêtements, mais on ne se cache pas facilement dans les vêtements. On se cache facilement sur des endroits qui sont statiques et stables, que les gens ne vont pas venir soulever facilement. C'est pour ça que l'un des premiers conseils, c'est vraiment l'aération des maisons. Éviter la surcharge des maisons, de créer des cachettes aux punaises de lit, de créer des cachettes. Il faut aérer les maisons. Et puis, surtout, le traitement, je pense que Madame Guinet le dira mieux que moi parce qu'elle est quand même spécialiste dans tout ce qui est désinsectisation. Le traitement à la chaleur et puis le traitement chimique qui peut avoir un coût. Ça a un coût très élevé et on n'a pas toujours accès. On n'a pas toujours accès à l'insecticide qui marche.
à l'insecticide auquel la punaise est sensible. Parce que lors de l'infestation à Yaoundé 2, après le passage des désinfectants par les mairies, il y avait encore des punaises qui étaient toutes alertes et qui couraient partout. Donc il faut pouvoir identifier le produit chimique qui va marcher sur la punaise. On a mis de côté les fumigènes. À un moment donné, on nous remplissait les maisons avec... Non. Les fumigènes, vraiment, c'est proscrit, il faut dire. Voilà. C'est vraiment proscrit. Pour les punaises de lit, c'est qui marche. Parce qu'en même temps, ça chasse les rats, non, Non, c'est vrai. Moi, ça me fait toujours rigoler quand je vois un client qui vient chez moi et qui me dit Madame, je voudrais un produit qui va tuer la souris, qui va tuer le cafard, qui va tuer le moustique. Mais c'est 3 domaines bien différents. C'est bien spécifique, bien différent. Ce qui tue la souris ne tue pas le moustique. Ce qui tue le moustique ne tue pas le cafard. Il faut voir tout ce qui est insecte maintenant et tout ce qui est rongeur. Et là, la punaise de lit, elle n'a que 2 traitements. Soit c'est très chaud, soit c'est très froid. Donc pour les personnes, comme on dit, et il faut dire, le traitement, il est vraiment coûteux, il faut dire. Mais moi, ce que je rencontre beaucoup plus dans mon domaine de l'assainissement, on a des souris, on a des cafards, on a des moustiques. Vraiment, les punaises de lit, c'est... C'était pas encore dans notre... Non, si je peux ajouter autant de bestioles qui transmettent des maladies voilà. qui peuvent être très graves. Les rongeurs peuvent transmettre des maladies très graves, des fièvres hémorragiques, et j'en passe. Tout à fait. Vraiment, la punaise de lit, oui, on doit en parler, on doit informer les populations, mais si on fait un peu attention, on est un peu à l'abri. Et je voudrais dire encore ici qu'on a des produits qui sont adéquats à utiliser pour chaque espèce. Mais des produits qui ne sont pas à la portée de tout le monde, parce que... Ben, la santé n'a pas de prix, hein. Oui. Sinon après... Parfois on laisse faire parce qu'on ne peut pas acheter. Non, mais on fait quoi? On fait comment alors? On attend. Quelle est leur durée de vie? Oh, la punaise? Une punaise de lit peut vivre 1 mois. Un mois? Mais le problème, c'est qu'elle se reproduit à une vitesse exponentielle. C'est pour ça que lorsque vous soulevez un matelas infesté, ça grouille de punaises de lit. Maintenant, le traitement chimique, comme Mme Guinée l'a dit, est très cher. Donc, il faut pouvoir avoir ces petites mesures mécaniques à la maison, l'aération, le traitement à la chaleur, des vêtements, de la literie. C'est vrai que la saison sèche est passée, mais... À Yaoundé, c'était pendant la saison sèche, on peut exposer, mais vraiment, lorsqu'un matelas, par exemple, est trop infesté, il faut penser à le détruire. Ne pas seulement le jeter. Voilà, parce que quelqu'un d'autre va le prendre. Parce que ne pas, si on jette les coussins, des canapés, on jette, quelqu'un d'autre va récupérer et l'infestation va continuer. Lorsque le matelas est vraiment infesté, à défaut de le brûler, vraiment détruire tout ce qui peut transmettre la punaise de lit. Il y a quand même, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, que Yaoundé, par exemple, les rats, les cafards. Il y en a qui estiment même qu'il y a un peu de superstition là derrière, c'est des gens qui ramènent ça, etc. Est-ce que... Pour les souris, je peux... Pour les souris? Je suis tenté de quoi pour les souris? Que j'ai passé un peu. Mais parce que les souris de maintenant, ils vous regardent. Moi, je pourrais reprendre parce que j'ai eu des clients justement que j'étais les normes et qui m'ont dit vraiment, Madame Guinée, la souris elle ne parle pas. Moi, j'ai des clients qui sont par exemple au marché central. Tout autour d'eux, il y a des souris, mais chez eux, il n'y en a pas. Il faut savoir utiliser le produit adéquat, efficace. Et parce que dès qu'on utilise nos produits, où on vous dit, je ne sais pas, 500 francs le sachet là et tout ça, ou 3000, quand vous mettez la sardine, ça marche une fois. Mais la souris, elle revient et c'est là, je ne mange plus et c'est pas efficace. Elle est intelligente. Elle est très intelligente, la souris. Mais par contre, par exemple, chez Horizon.net, tout ce que nous utilisons est écologique. Nous avons des appâts. Même les animaux peuvent manger, le chien ou le chat, il n'en meurt pas, que la souris. Pourquoi? Parce que la souris, elle a très peu de sang dans le corps, dans l'organisme, et c'est des appâts qui restent 1 année. Et moi, je fais souvent le ratio avec des clients. Je leur dis, je vends par exemple un paquet à 25 000. Je sais, on va dire, ouh. Oui, mais si je divise 25 000 par 12, je vois tout de suite quand même que le compte, il est très bon et c'est pas si cher que ça. Parce que quand on passe chez vous, mes techniciens, on travaille chez vous, vous pouvez rester 6 à 1 an sans souris. Et je vous dis, il n'y a pas de souris de bailleur. Mais comme les punaises de lit sont devenues un problème de santé publique, je comprends. Non, pas non. Docteur, ne Pas encore. Elle ne veut pas entendre. Mais comme le coût de la lutte contre ces punaises de lit est élevé, est-ce que l'État ne peut pas prendre ça en charge comme
il a fait pour le Covid. Le ministère de la Santé, qui est quand même le ministère Docteur, qui est dans ce domaine-là. Au-delà des conseils qu'il nous donnait qu'il faut aérer la maison, mais je dis par rapport à la source. Comme ça entre par, est-ce qu'il n'y a pas de mesures à prendre? Est-ce qu'il n'y a pas de détection à faire? Nous avions l'habitude de voir les municipalités organiser des campagnes d'assainissement. Ils venaient dans les quartiers, ils faisaient ça. On a oublié cela. Le ministère non plus, bon, peut-être qu'il n'y a plus assez de moyens. Nous, on va continuer à vivre avec les punaises de lit. Les punaises de lit font partie de notre environnement. De toute façon, maintenant, il faut lutter contre leur propagation. On a parlé de vigilance communautaire. La vigilance communautaire, ça va au-delà de la vigilance de la population dans sa maison. Et comme vous l'avez dit, les CTT doivent aussi pouvoir prendre leur rôle à bras le corps et appuyer les populations qui sont victimes de ces infestations-là. Mais, je l'ai dit, pour le faire, il faut avoir le produit qui marche. Parce que sinon, finalement, ça ne ressemble qu'à du cinéma. On est passé, mais après le passage, il y aura toujours des punaises de lit. Si on n'a pas utilisé le traitement efficace. Donc, il faut le traitement efficace, évidemment, il faut pouvoir le financer. À grande échelle, ça a vraiment un coût très important qu'il faut pouvoir mettre sur la balance avec des problèmes de santé publique réels que nous avons au Cameroun en ce moment. Il y a des gens qui meurent d'autres maladies. Pour ceux qui se grattent un peu, il faudra quand même mettre sur la balance là où il faut orienter les ressources, les ressources rares qui sont disponibles. Ça attaque aussi les animaux domestiques. Il faut dire quand même que le premier hôte de la punaise, à l'origine, ce sont les chauves-souris. Hein. À l'origine, ce sont... Elles sont porteuses de tous les mots. À l'origine, ce sont des chauves-souris. Ce sont des insectes qui se nourrissent de sang. Donc, partout où il peut y avoir du sang, elles vont se nourrir. Alors, nous arrivons au terme de cette édition de Scène de Presse. Je vais quand même donner la parole à chacun pour dire quelque chose sur les moyens de lutte de ces punaises de lit qui font un peu mal. Il faut le dire, ça fait mal parce que se gratter devant les gens, c'est pas gentil. Vous ne pouvez même pas sortir. Moi, je pense qu'il n'y a pas de petit problème en termes de santé. Et donc, mieux on circonscrit même le mal, mieux on peut mieux le guérir. Donc, le ministère de la Santé publique, le pouvoir public, l'État a plus de moyens que les individus, que les communautés, doit faire sa part en investissant dans le budget par rapport à ce problème-là. Maintenant, les collectivités territoriales, effectivement, c'est un cas de charge important, l'assainissement de l'espace de vie. Il ne faut pas négliger. Maintenant, la discipline individuelle, les citoyens camerounais, gens qui urinent partout. Oui, il n'est pas forcément pas avoir le réflexe d'aller acheter les trucs usagés. Et puis de veiller à ce que l'environnement soit un peu sain. Chacun à son niveau. Les ordures. Les eaux usées qu'on verse partout. Les urines qu'on déverse partout et tout ça là. Il y a une discipline individuelle et collective à observer. François? Oui, je pense qu'il faut circonscrire déjà les zones. Tout le Cameroun n'est pas encore attaqué et lorsqu'on a détecté une zone, il faut agir tout de suite. Le ministre de la Santé publique peut faire des concertations avec les CTD pour que lorsqu'il y a une zone qui est attaquée, voilà, et lorsqu'il y a une zone qui est attaquée, qu'on agisse rapidement pour éviter la propagation. Il faudrait que le ministère de la Santé vienne auprès des prestataires qui sont agréés, qui ont des produits, qui ont les réponses à leur apporter, travailler. Vous faites votre marché, pourquoi vous voulez que le ministère vous approche? Oui, mais parce que puisque nous sommes là pour ça, nous avons été formés, nous avons mis tout en œuvre pour les accompagner. Non, je blaguais. Dans cette lutte-là, c'est pour ça que nous sommes là. Et c'est pour cela, parfois, on a des agréments, on a tout ce qu'il faut. Déposez votre offre demain. Pour les punaises de lit. Donc, je dirais que nous sommes là, que la population vienne vers nous, même en conseil. La population doit travailler à l'assainissement de son milieu de vie et pas que la population, toutes les parties prenantes, que ce soit les collectivités territoriales décentralisées, que ce soit les leaders communautaires, que ce soit pas seulement le ministère de la Santé publique, mais toutes les parties prenantes qui participent à l'assainissement du milieu de vie des Camerounais. Parce que là, ce sont les punaises de lit qui ne sont pas vectrices d'une maladie particulière, mais ce manque d'hygiène fait le lit de toutes les autres maladies infectieuses qui peuvent avoir des conséquences plus graves sur notre santé. Donc, c'est encore l'occasion, devant cette infestation de punaises de lit, de mobiliser et d'engager fermement toutes les parties prenantes qui participent au bien-être et à la santé des Camerounais.
Merci à vous, chers invités. Merci à ceux qui étaient là pour le premier plateau. Merci à vous qui prenez la peine de nous regarder chaque dimanche soir. Et bonne suite des programmes sur la CRTV.